En 468, une importante flotte romaine réunissant des navires des deux empires se dirige vers les côtes africaines. Leur objectif, la ville de Carthage aux mains des barbares vandales. Ce peuple germanique qui avait quasiment disparu au siècle précédent était désormais l'ennemi numéro 1 de l'Empire romain, puisqu'il contrôlait la province d'Afrique vitale pour la survie de l'Occident. Alors que ce peuple ne semblait avoir aucune maîtrise de la navigation 50 ans auparavant, il est désormais capable de prendre l'avantage et de provoquer la plus importante défaite maritime de la fin de l'Antiquité. Ce n'est pas leur premier coup d'éclat. En 439, ils avaient réussi à prendre la ville de Carthage à la surprise de tous, et dès 455, c'était Rome qui était prise et soumise au pillage. Ce peuple a marqué les mentalités, au point que leur nom est associé depuis la Révolution à la destruction. Pourtant, le reste de leur histoire n'est que très rarement évoqué, alors qu'on trouve des traces de leur existence dès le 1er siècle de notre ère, jusqu'à la chute de leur royaume sous les assauts de Bélisaire en 533. C'est pourquoi je vais essayer de résumer au travers de 4 vidéos ce que l'on sait de leur histoire et de répondre à la question du pourquoi ce peuple aux origines si obscures et mal connues a pu se hisser au rang des plus puissants royaumes de la période de la fin de l'Antiquité. Cette première vidéo se concentre sur les origines de ce peuple jusqu'à son arrivée au sein de l'Empire romain vers 405. Aux alentours de l'an 1, l'Empire romain est en pleine expansion, l'empereur Auguste étend l'empire sur tous les fronts. Il envisage le projet faramineux d'envahir la Germanie, à l'image de César en Gaule. Sous les directions de Drusus, le frère de Tibère, et de son fils Germanicus, les Romains repoussent sans cesse les frontières de la Germanie jusqu'à atteindre l'Elbe. Mais la résistance locale, le manque d'intérêt du pays et la mort de l'empereur vont pousser les Romains à se retirer peu à peu de ces terres. Cependant, durant ce court temps d'occupation, de nombreux curieux vont essayer de comprendre ce monde si particulier au-delà du Rhin. Pline l'Ancien fait partie de ceux-ci, et il nous offre au travers de ses textes un des premiers aperçus de la Germanie. Au 1er siècle, celle-ci aurait été composée de 5 grandes nations appelées Genus Germanorum, les Inguaenones, les Istuaenones, les Hermiones, les Peucini-Bastarnae et les Vandili. Ces nations seraient d'après les mythes germaniques, toutes issues du dieu père des Germains Manus. C'est donc ici qu'apparaît la première trace des Vandales, mais à ce moment-là ce n'est pas encore un peuple uni. Dans les faits ce serait même un ensemble de peuples qui partagent des traits communs. Dedans on retrouve les Gutones, qui deviendront les Goths, les Burgodiones, qui deviendront les Burgondes, les Charini, les Varianae, et dans le groupe on pourrait aussi trouver des petits peuples qui se seraient simplement appelés Vandales. Cette nation Vandili se situe surtout entre les deux fleuves que sont l'Oder et la Vistule. Culturellement c'est un sacré mélange, ces peuples sont très influencés par le monde celtique et ils sont aussi génétiquement proches des Slaves. Tacite, qui écrit à la fin du 1er siècle, nous décrit une situation bien différente de celle de Pline l'Ancien. La nation Vandili a disparu et les seules mentions des Vandales les placent dans un rapport similaire à d'autres petits peuples locaux. La nation Vandili a dû éclater puisque les Goths et les Burgondes se démarquent désormais du reste des peuples auxquels ils étaient attachés. Le nom de Vandale a pu être conservé par les groupes mineurs de la nation. Beaucoup de suppositions car il n'y a pas d'auteurs présents sur place pour nous parler précisément d'eux, et les auteurs romains ont parfois du mal à comprendre le fonctionnement des sociétés germaniques. Entre la fin du 1er et la fin du 2e siècle, de nouveau plus aucune information. Mais à l'époque de Marc Aurèle et de ses guerres marcomanniques, une population vandale réapparaît en Pannonie au sud des Sudètes. Ce groupe est sûrement les premières traces de ceux qui se feront appeler les Silins. Une petite aparté sur les deux groupes vandales dont nous allons avoir affaire. Les groupes germaniques ne sont pas des groupes homogènes, c'est plus un mélange de plusieurs ethnies qui partagent une histoire et des cultes en commun. Mais ils sont surtout unis par la famille qui les dirige, ici les Silins, mais comme nous allons le voir aussi avec la famille des Hasding. Au 3e siècle, ce sont le groupe des Hasding pour le coup qui se démarque et qui s'installe au nord de la Dacie, et qui durant une bonne partie du 3e siècle n'aurait cessé de piller la province romaine qui ne put être défendue en ce temps de crise. À la fin du 3e siècle, les Hasding subissent une terrible défaite de la part de l'empereur Aurélien, avant que celui-ci décide de retirer les légions du nord du Danube. De nombreux peuples, et notamment les Goths, partent à la conquête de ce territoire désert, et les Hasding trop affaiblis sont violemment secoués par les événements. Lors du règne de Probus, c'est aux Silins de subir une défaite importante à Lèche alors qu'ils venaient de s'installer aux portes de l'Empire romain. À l'époque de Constantin, les Hasding qui sont désormais au niveau des rivières Maricia et Chrysia, sont de nouveau bouleversés par une défaite importante de la part de Guébéric, un roi goth qui fait tuer le roi Visimar des Hasding. Il anéantit la plus grande partie du peuple vandale entre 332 et 337. Le peuple Hasding éclate en deux autres groupes, un qui fuit vers la Pannonie inférieure et le reste qui fuit vers la vallée de Tisza. Cette défaite est si violente que les Vandales disparaissent de la politique pour tout le 4e siècle.
Les quelques vandales qui sont installés dans l'espace de l'Empire romain sont libres et ne sont pas soumis à des obligations de servir des exploitants romains, ni de servir en tant que soldats. Ils se dispersent peu à peu dans la société romaine et certains atteignent même des postes de haute responsabilité. Le 31 décembre 405 ou 406, 200 à 300 000 personnes traversent le Rhin gelé. Dans cette masse se trouvent des Alains, des Suèves et la grande partie des Vandales qui sont réunis. Ce n'est pas la première fois que Rome fait face à une si grande traversée de sa frontière. Après la migration des Huns en Ukraine, une importante population go, avec l'accord de l'empereur Valence, a traversé le Danube. Cependant, à l'occasion de la traversée du Rhin, les Romains n'ont pas eu leur mot à dire. Pour comprendre cet événement, il faut revenir un peu en arrière. Lorsqu'en 376, les Goths abandonnèrent le nord du Danube pour l'Empire romain, les Vandales présents encore sur place connurent la même crise que lors du départ des Romains de la province de Dacie. De nouveau, la région fut fortement déstabilisée, et de plus en plus de groupes de pillards huns semèrent la terreur dans la région. La famine a dû s'installer, et les populations ont préféré partir vers des territoires plus confortables et plus sécurisés à l'ouest. Dès le départ, qui aurait eu lieu à la toute fin du IVe siècle, les Hasdings ont dû s'associer aux Alains. Les Alains sont un peuple iranophone du nord de la mer Noire qui se sont fait chasser en grand nombre par les Huns. Ils sont rapidement rejoints par le reste des Hasdings qui s'étaient installés dans l'Empire romain, car ceux-ci devaient désormais partager leurs terres avec les Goths récemment installés dans l'Empire. Cette migration n'a laissé quasiment aucune trace, et semblait déjà passer inaperçue par leurs contemporains romains. Cependant, il devait bien avoir une personne qui était au courant, ou du moins qui avait entendu parler de cette migration. C'est un Vandale, et pas n'importe lequel puisque c'est Stylicon. Celui-ci descend de Vandales, installés dans l'Empire romain et qui ont fini par s'assimiler. Mais il a dû garder des relations avec certains Vandales à l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'il sera accusé par ses contemporains d'avoir provoqué la crise du Rhin. Mais cela est difficile à croire pour un personnage qui a donné autant à l'Empire. Lors de leur voyage vers l'Occident, la coalition a dû rencontrer une autre vague migratoire dans celle de Radagèse, qui tente au début de 405 de traverser le Danube au nord de l'Italie, avant de se faire détruire totalement par les troupes de Stylicon. Cela a dû refroidir la coalition et ils ont continué la route plus à l'ouest. C'est donc durant ce même déplacement que les Germains s'associent aux Silins et aux Suèves qui sont un peuple similaire aux Marcomanes qu'avait affronté Marc Aurèle. C'est donc sûrement en fin 405 que les Vandales ont trouvé l'occasion de traverser le Rhin avec le soutien des Burgondes qui sont d'anciens alliés des Silins. La coalition devait ressembler à une très longue masse de peuples qui ne se mélangent que peu et donc chaque groupe, bien que s'entraidant, reste attaché à leur propre chef. Dès la traversée du Rhin, les Vandales qui se situent à l'arrière de la coalition furent attaqués par les Francs, chargés par l'Empire de défendre la frontière. Les Vandales auraient alors été exterminés si les Alains, plus avancés, n'avaient pas décidé de faire marche arrière et d'engager le combat aux côtés des Vandales. Les Francs furent largement battus et repoussés, mais 20 000 Vandales avaient été tués. Ce sauvetage in-extremis de la part des Alains leur fit gagner un grand respect parmi les Germains. De facto, les rois Alains se plaçaient en leader pour le reste du voyage. Au moment de la traversée du Rhin, une partie des Vandales était dirigée par Godagisel et son fils Guntaric. Les Alains, eux, sont dirigés par Goar et Respondial. Avant d'aborder les grandes étapes de l'aventure en Gaule, j'aimerais revenir sur quelques clichés tenaces. Le premier, c'est de se représenter cette masse humaine comme une armée d'invasion et de raid. Durant la même période, d'autres groupes germaniques, composés avec une très forte majorité de soldats, tentent de forcer les défenses de l'Empire soit pour agrandir leur territoire, soit pour obtenir des richesses, comme ça a pu être le cas pour les Goths de Radagèse. Cependant, la migration qui nous intéresse est composée à majorité par des non-combattants, les enfants, les personnes âgées et les femmes. Il y a environ 200 000 personnes avec maximum un tiers de guerriers. Ces populations avaient fait le choix d'abandonner définitivement leurs terres de Germanie dans l'espoir d'en trouver des meilleures à l'autre bout du monde. Un deuxième cliché tenace, c'est d'imaginer ces gens comme des populations nomades habituées à la vie en mouvement. Dans la réalité, les Germains étaient habitués à la vie dans les champs et dans les villages. Certes, il y avait encore des mouvements importants en Germanie, mais ceux-ci étaient généralement provoqués par la guerre et la dévastation. La meilleure preuve en est que généralement, les Germains qui sont intégrés dans l'Empire, s'ils ne sont pas intégrés à l'armée, sont envoyés exploiter des terres, ce qui demande des connaissances dans le monde agricole. Enfin, le troisième cliché, c'est de considérer les Germains comme totalement imperméables à la politique romaine. La plupart d'entre eux avaient conscience que le seul moyen de pouvoir traiter avec l'Empire, c'est après avoir obtenu une victoire importante contre les légions. C'est d'autant plus vrai à ce moment-là, puisque le souvenir de la bataille d'Andrinople, de 378, était encore frais dans les esprits. Cette terrible défaite pour l'Empire avait poussé l'empereur à accorder des terres aux Goths en échange de la paix. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo se concentrera sur le reste de la migration qui va jusqu'en 439. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.